quotidienne donc, cette succession d'erreurs médicales qui a brisé la vie de la petite Jade, 2 ans et demi. Le 10 octobre 2015, sa maman, Christelle, l'a conduite aux urgences du CHU de Besançon car elle se plaint de douleurs abdominales. En arrivant, un infirmier la prend en charge, il la place sous perfusion et demande une prise de sang, une échographie et un scanner pour comprendre de quoi souffre Jade. Alors au début, un pédiatre pense à une occlusion intestinale, puis le médecin en chef, ce soir-là, arrive et émet l'hypothèse d'une torsion des intestins. Il décide alors de lui placer une sonde gastrique, mais aucun examen plus poussé n'aurait été fait. Le médecin décide ensuite de laisser la petite fille en observation pour la nuit et il rentre chez lui. Mais l'état de Jade va empirer. La fillette souffre le martyre, elle hurle. Une infirmière vient même la voir à plusieurs reprises et elle lui demande de se taire, car elle empêche les autres enfants de dormir. Et à 4h30 du matin, l'état de la fillette devient plus que préoccupant. Jade commence à avoir de la fièvre, des hallucinations. Elle dit à ses parents qu'elle voit des petites filles jouer dans sa chambre et qu'elle veut jouer avec elles. Puis Jade perd connaissance. Elle est alors transférée vers le service de réanimation, mais la petite fille fait un arrêt cardiaque. Le médecin en chef est donc rappelé en urgence. Il entame un massage et au bout de 25 minutes, il pense qu'il n'y a plus rien à faire et il décide d'arrêter. Mais les parents de Jade sont persuadés que leur fille peut survivre. Ils le poussent à continuer. Avant de recevoir Christelle, la maman de Jade en direct sur notre plateau, retour sur cette nuit où la vie de sa petite fille a basculé. Nous sommes à la Barre, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est ici que vit Christelle, 44 ans, avec son mari Cyprien et leurs 3 enfants. Alexandra, 20 ans, Gabriel, 8 ans, et Jade, 2 ans et demi. La petite famille mène une existence paisible, mais elle va être frappée par un terrible drame. Le vendredi 9 octobre 2015, vers 13h, Christelle récupère sa fille Jade chez la nourrice. La petite fille se plaint de douleurs abdominales. Au début, la mère de famille pense à une constipation, mais la fillette se met à vomir et refuse de s'alimenter. Le lendemain, Christelle décide donc d'emmener sa fille chez son médecin, qui diagnostique une gastro. Mais la mère de famille sent bien que Jade souffre de quelque chose de plus grave. Car dans les heures qui suivent, le ventre de la petite fille se met à gonfler. Christelle décide alors de l'emmener à l'hôpital. Aux alentours de 20h, Jade est admise aux urgences du CHU de Besançon. Elle est prise en charge par un infirmier qui lui prépare une perfusion et demande une prise de sang, une échographie et une radio pour tenter de comprendre de quoi souffre l'enfant. Le médecin en chef ce soir-là arrive et il dit avoir vu les résultats des examens. Il en conclut que l'estomac de la fillette est tendu et qu'il faut lui poser une sonde gastrique. Il émet l'hypothèse d'une torsion de l'intestin, mais il n'aurait pas poussé les examens plus loin. Le médecin décide alors de laisser Jade en observation toute la nuit et de rentrer chez lui, car son cas ne serait pas urgent. Mais d'heure en heure, l'état de la petite fille empire. Jade hurle de douleur. À plusieurs reprises, une infirmière lui demande même de se taire, car elle empêche les autres enfants de dormir. À 4h30 du matin, l'état de Jade se dégrade brutalement. La fillette fait un arrêt cardiaque. Le médecin en chef est donc appelé en urgence. Après 25 minutes de massage cardiaque, le médecin dit aux parents qu'il va devoir arrêter, que cela ne sert plus à rien. Mais Christelle est persuadée que sa fille peut survivre. Elle insiste pour qu'il continue. Et après plusieurs minutes d'acharnement, Jade revient à elle. Le médecin décide alors de l'emmener au bloc opératoire pour voir de quoi souffre la petite fille. En remontant du bloc, c'est le choc pour Christelle. Elle ne reconnaît pas sa fille. Jade est gonflée, couverte d'œdème. Le médecin
annonce alors que l'estomac de la petite fille a explosé, ce qui a conduit à l'arrêt de son cœur. Son cerveau n'a pas été oxygéné pendant plusieurs minutes et cela pourrait laisser des séquelles irréversibles. Mais Christelle et son mari ne font plus du tout confiance au personnel hospitalier. Ils pensent que les examens de Jade n'ont pas été faits correctement. Et pour eux, si leur fille avait été mieux surveillée pendant la nuit, elle n'aurait pas frôlé la mort. Ils sont donc bien décidés à prouver la responsabilité du médecin qui s'est occupé de Jade. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Elles sont dures les photos Oui, très que vous avez dures. données. Ça remet encore. Malheureusement, c'est vrai qu'on a... On ne peut pas passer à autre chose. Surtout, on le revit à chaque fois. C'est ça qui est difficile. C'est de toujours, quand on en parle, on revient à cette nuit-là. À ces images, l'avant. L'avant, c'est très dur. Ces plaintes, l'agonie de Jade, parce qu'elle a agonisé toute la nuit. C'est ça, en fait, qu'on peut pas... On peut pas effacer. C'est ça le plus dur. Et vous étiez là, en plus? On était là, moi et mon mari. On était les deux. Et vous savez, c'est horrible de se trouver dans un service d'urgence et se sentir impuissant, de ne pas pouvoir l'aider, et d'avoir des médecins, des professeurs qui sont là, les mains dans les poches, et que vous leur demandez de la passer au bloc, et qu'on vous dit, mais vous savez, Madame Gresséa, on va plus comme ça, on va plus au bloc comme avant. Donc, il n'a pas trouvé judicieux d'aller la passer au bloc. Pourtant, on était inquiets, parce que nous, quand on l'a amenée aux urgences, on était déjà extrêmement inquiets. Et on a mis 40 minutes pour faire une échographie. On était là, à côté d'elle, elle n'arrivait même pas à s'allonger sur le brancard. Donc, pour faire cette échographie. Et on a fait une radio aussi. Vous, quand ça vous remue à ce point-là, c'est parce que vous pensez au gâchis, en fait, c'est ça, cette petite fille. On lui a enlevé ses chances. Il faut dire que vous êtes une maman, vous avez 3 enfants en plus, donc c'est pas la première, donc vous connaissez les enfants. Bien sûr. J'ai envie de dire, quand on en a eu 3, forcément on connaît, on peut être un peu surpris au départ, quand c'est son premier enfant, on connaît pas tout. Forcément, vous avez 3 enfants, vous avez un grand garçon, une grande fille, pardon, vous avez un grand garçon aussi, et puis vous avez Jade. Donc vous sentiez les choses. Une maman, elle sait, elle sait quand c'est sérieux ou quand c'est pas sérieux. On le et ressent. on vous a pas écouté? Non, absolument pas. Ils sont là et on leur fait confiance. Moi, je travaille dans cet hôpital en plus. Donc c'est vrai que j'avais confiance dans ces médecins. J'y ai cru jusqu'au moment où ça a été l'atrocité. Jusqu'au moment où on a eu l'impression de faire un arrêt cardiaque en même temps que notre fille. Ça a été horrible. Et quand tout le monde vous regarde avec des yeux à se dire, mais waouh, comment on n'a pas pu voir ça? Pourquoi ils l'ont pas vu? Vous travaillez dans l'hôpital, vous faites quoi dans l'hôpital? J'étais à SH et j'ai été reclassée à cause des soucis de santé. Et au moment où c'est arrivé à Jade, c'était le meilleur moment où je commençais à m'orienter sur un poste, on va dire, administratif, et tout allait pour le mieux. Mais ça faisait que 2 semaines. Et ce jour-là, on m'a fauché, quoi. Moi, mon mari, mes enfants. C'est terrible. Et surtout, c'est indigne aujourd'hui de devoir se battre en justice et devoir prouver, sachant qu'ils ont été tous témoins cette nuit-là, et que même le personnel a beaucoup souffert. Et beaucoup ont été traumatisés. Des infirmières et des internes impuissants aux urgences à cause des médecins qui dorment, qui refusent de venir porter secours à une petite fille. Alors justement, on va revenir sur cette nuit. Quand vous arrivez à l'hôpital, votre fille a des douleurs terribles. Oui, elle a des douleurs. Oui, elle se plaint et elle vomissait. Donc elle n'arrivait plus à ingurgiter, même pas de l'eau. Vous avez une idée de ce qu'elle peut avoir à ce moment-là ou pas du tout? Non, sur le coup, notre médecin traitant, donc j'avais demandé le matin, je lui ai expliqué la situation. Elle a dit, mais non, vous attendez encore un petit peu avant d'aller aux urgences, parce que vous savez, ils vont vous renvoyer.
Et quand on est allé le soir, on leur a expliqué, bon, bah, ils ont fait le b.a.-ba de ce qu'on fait dans un service d'urgence. Hein. On va vous faire une prise de sang, on va vous envoyer faire des examens, et sans plus, quoi. Et on vous dit, le pédiatre pense à une occlusion intestinale? Oui, le pédiatre, c'est ce qu'il a dit, mais après, ça dépendait du chirurgien s'il jugeait que c'était nécessaire de la passer au bloc ou pas. Donc un chirurgien vient? Un professeur vient? Oui, un professeur est venu et justement c'est là où je lui ai demandé si ça serait pas plus judicieux de la passer au bloc. Parce que c'était important de... Et lui, il vous dit non? Non, il a dit, ben non, vous savez, Madame Gracia, on va lui mettre une sonde nasogastrique et on va essayer de vider l'air dans l'estomac et on verra demain matin, voilà. Et il est parti sur cette phrase-là, vous allez rester au service d'urgence, on va la surveiller toute la nuit. Et là, le cauchemar a commencé parce qu'on l'a surveillé et toutes les 10 minutes, on appelait les infirmières. Donc là, on vous met dans une chambre? Oui, on nous a mis dans une chambre aux urgences avec notre petite qui et elle a hurlé toute la nuit? Bah oui, elle agonisait, elle était vraiment à l'agonie parce qu'on essayait de l'allonger dans un petit lit et on n'arrivait pas. C'était tellement douloureux qu'on n'arrivait plus à l'allonger sur le dos. Donc obligatoirement, elle faisait aïe, aïe, on continue. Et les infirmières, et oui, il y a une infirmière, elle est rentrée dans la chambre et elle a dit, tu sais, chut, Jade, arrête de faire du bruit parce qu'il y a d'autres enfants, ils n'arrivent pas à dormir. Voilà. Et elle est restée même 20 minutes dans la chambre pour essayer de l'endormir. Mais on ne peut pas s'endormir quand on a mal, surtout un enfant. Vous, qu'est-ce que vous faisiez? On était là devant la porte, impuissants. On voyait les internes faire des va-et-vient. Et les heures ont passé, parce que ça a été toutes ces heures, au fait, qu'on a compté jusqu'à 4h30 du matin, où on les voyait, elles essayaient de faire des piqûres, des prises de sang, parce qu'elle avait commencé à faire de la fièvre. Et elle voulait piquer des hémocultures et impossible de lui trouver une veine. Elle avait plus de veine, en fait. Ils n'arrivaient pas à faire une seule prise de sang, parce que justement, elle partait vers l'arrêt cardiaque. Et elles étaient tellement démunies qu'elles ont appelé un médecin de réanimation. Et cette femme-là, elle est arrivée, elle a dit, depuis combien de temps cet enfant, il est dans cet état-là? Et quand ils lui ont dit l'heure, ils ont dit, mais madame, vous voyez pas que votre fille, elle est en train de partir? Et c'est là où ma fille, elle tenait la main de son papa, et elle lui a mordu le pouce en disant, tu sais papa, je vais aller jouer avec des petites filles. Et c'était sa dernière phrase. C'était ses derniers mots. Et on nous a accompagnés, donc après en réanimation, 5 minutes après, elle faisait son arrêt cardiaque. Et on pense que oui, la perforation de l'estomac, c'est dû soit au fait qu'ils ont mis à plusieurs reprises la sonde nasogastrique que Jade elle arrachée à chaque fois, soit c'est pendant le massage. Donc on ne sait pas à quel moment, mais en tout cas, le chirurgien, il avait constaté aussitôt après la réanimation. Donc avant qu'ils... En fait, ils sont aperçus qu'elle avait la perforation. Il est venu nous voir après l'avoir réanimée. Donc ça, au bout de 25 minutes, ils sont venus nous dire, je l'ai entendu parce qu'on était devant la porte, on était en train de crier comme des fous, on n'en pouvait plus de douleur, de voir notre petite allongée morte sur ce lit. Et ils ont dit, il va falloir dire aux parents qu'on va arrêter le massage cardiaque parce qu'il n'y a plus rien à faire et de toute façon, elle aura des séquelles graves. Et on a dit, mais non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas arrêter. Je dis, moi je sais qu'on masse des personnes âgées pendant 1 heure. Je dis, vous laissez pas mon enfant partir comme ça. Et ils nous ont laissé rentrer dans la chambre. Le papa, il était à sa tête, moi j'étais à ses pieds. Et on l'a appelé, on lui a dit, Jade, reviens, tu sais, il y a le Père Noël. Elle disait pas Père Noël, elle disait Père Noël. Je dis, le Père Noël doit venir. Et tout à fait, était 3 ans. Son anniversaire, c'était en janvier. Donc c'était pas loin. Et elle se faisait toujours une joie quand il y avait un anniversaire ou le Père Noël, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là. Et voilà. Et on vous dit ça. Et 2 minutes après, elle revenait. J'allais laisser partir ma fille en espace de 2 minutes. Je ne peux pas renoncer comme ça. C'est votre enfant. C'est mon petit cœur. C'est comme ça que je l'appelle. Son cœur s'est arrêté. Ma vie s'arrête. Désolée. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que nous avons vécu. Et c'est vraiment... c'est écœurant. Parce que ça fait 5 ans maintenant quand même qu'on est... On est sans cesse en train de vouloir prouver ce qu'elle a souffert. Vous en voulez à qui? On en veut à beaucoup de personnes. Mais en premier à ce professeur qui était là, les mains dans les poches, et qui
qui n'a pas trouvé l'urgence de réagir, de chercher plus, de poser un diagnostic et de se contenter d'avoir juste par SMS un compte rendu, mais sans s'imaginer que ça peut être pire. Et le compte rendu, soi-disant, il a eu 3 jours après, et il y avait suspicion de volvulus avec 3 points d'interrogation. C'est ça qu'on voit dans son dossier. Quand votre fille, quand ils veulent arrêter de la masser, quand ils veulent arrêter de lui faire le massage cardiaque, vous ne voulez pas lâcher à aucun moment? Non, on n'aurait pas pu. Et c'est vous qui l'avez sauvée aussi? On ne sait pas si c'est nous ou si c'est... Je ne sais pas. Mais Parce en tout cas... En demandant au médecin de continuer? On l'a appelée surtout. Jade, reviens, ne pars pas, parce qu'on ne peut pas vivre sans toi. Et on ne peut toujours pas vivre sans elle. Elle est là, elle récupère, mais on a tellement de peur et de... La peur, elle est encore présente, parce qu'on a peur de ces séquelles, de ces états, de ces choses qui peuvent évoluer, bien ou mal, on ne sait pas, au fil du temps. Et comment comment réagit le personnel hospitalier quand tout ça se passe? Ils sont atterrés? Oui, après, oui. Mais nous, on a passé, une fois qu'ils l'ont amené au bloc, donc le chirurgien, il était venu après la réanimation, nous dire qu'il allait la passer au bloc. Et il a dit, vous savez, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose, je vais essayer. Et ça a duré 2h30 d'opération, donc d'intervention chirurgicale. Et sous adrénaline, on continue. Et nous, on a attendu devant le bloc, à prier, à pleurer, à appeler la famille et dire voilà ce qui nous arrive depuis hier soir. Et on ne savait pas. On ne savait pas si elle allait ressortir du bloc. Et on a dû sonner 1 ou 2 fois au service de réanimation en disant mais est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que évidemment vous êtes dans l'angoisse et vous avez cette peur. Et à la fin ils nous ont dit oui. Ils ont terminé l'intervention et il faut pas être choqué de ce que vous allez voir quand on la mettra dans votre chambre parce que vous n'allez pas la reconnaître de comment elle était et de comment elle est maintenant. Parce qu'elle avait plein d'œdèmes et parce qu'elle avait des pansements, elle avait des choses partout et c'est pas comme ça qu'elle est partie. Donc c'est vrai que quand on a vu cette image atroce avec ces pansements et tout, en sachant que tous les organes avaient pris et qu'on ne savait pas du tout si elle était là ou pas là, quoi. Donc oui, ça nous a choqués en rentrant dans la chambre. On s'est dit mais elle est où ma petite Jade? Alors, vous la reconnaissez pas? Non, parce qu'elle était très gonflée et c'est pas du tout ma petite puce qui courait partout. Dans une famille, quand ça se passe, c'est une déflagration. Je suppose que dans les heures qui suivent, oui. C'est terrible. Oui, le lendemain. C'est terrible pour elle, bien évidemment, mais c'est terrible pour vous, pour vos enfants. Oui, pour la grande. Comment vous lui dites ça? Ça a été terrible parce qu'on s'est parlé au téléphone. Sur le coup, vous savez, vous êtes dans l'action de ce que vous vivez et vous ne faites pas attention, vous pesez pas les mots parce que vous n'avez pas le temps, vous vivez le présent, le moment. Et je lui ai dit ce qu'on a vécu et j'ai surtout dit de ne pas dire à Gabriel, à mon fils, qui est beaucoup plus jeune et très sensible. Et j'avais peur qu'il soit dans un choc émotionnel. Et j'ai dit peut-être les choses elles iront mieux et on lui dira après. Donc surtout ne lui dis pas. Donc ça a été ça, mais Alexandra, elle a tout pris de plein fouet. Et nous, c'est ça que je m'en veux aujourd'hui. J'ai pas fait attention à ça. Pourquoi vous en voulez? La façon de dire, en fait, elle a eu un énorme choc. Moi, il y avait mon mari à côté qui m'a soutenue, on était 2. Elle était seule. Et en fait, ça a été vraiment un tsunami et qu'elle a eu personne. Et qu'en fait, elle a beaucoup souffert et elle en souffre toujours. Donc elle a renoncé à ses études pour garder Gabriel. Elle est restée à la maison pour s'occuper de lui et que nous, on puisse rester à l'hôpital. Et après, ça a été très long. C'est 6 semaines de... Inès Gauthier, psychologue, malgré tout. Enfin, on comprend la culpabilité de Christelle en disant « j'ai pas su l'annoncer », mais
on est dans un tel choc soi-même que c'est impossible. C'est impossible de trouver les bons mots, les bonnes choses quand on vit quelque chose comme ça. Mais oui, de toute façon, il y a le choc, et puis les enfants sentent tout, ils voient très bien, c'est des éponges, donc de toute manière, il n'y aurait pas pu avoir dissimulation ou édulcoration de ce qui se passe. Il vaut mieux mettre les mots. Ce qui choque, c'est l'événement lui-même. La forme, la manière dont vous l'avez dit, c'est pas ça. Je sais que vous vous culpabilisez beaucoup, vous vous remettez en question. C'est pas ça, en fait, il n'y a pas de bonne qui est important. Il n'y a pas de bonne manière de le dire. Et les mots, même les plus bruts, les plus simples, les plus factuels, représentent juste la réalité. Et le dire tout de suite, c'est quand même plus apaisant que de trouver des manières détournées où on sent que tout n'est pas dit, etc. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas du tout la forme qui a compté. Ce qui compte, c'est effectivement que, voilà, qu'elle ne se prenne pas du coup pour la sauveuse un peu de tout ça et qu'elle pense aussi à elle. Par contre, ça c'est important, ou qu'elle puisse peut-être avoir un espace où en parler à son tour aussi. Oui, malheureusement, elle refuse d'en parler. Elle a trop souffert et en fait, elle a essayé de s'éloigner un peu, hein, on va dire, de notre contexte familial parce qu'il est pesant. On est constamment dans l'handicap. On parle que maladie. Et la vie tourne autour de Jade. On n'a pas encore réussi on n'a pas appris à vivre que dans ce sens-là de la sauver. On est toujours en train de la sauver tous les jours. Donc c'est dur. Et c'est dur pour Gabrielle. C'est normal. Alors, parce qu'après ce drame, vous n'avez plus confiance, vous, dans le personnel hospitalier. Oui. Vous êtes bien décidé à prouver que de nombreuses erreurs ont été commises. D'après une expertise ordonnée par le tribunal administratif, Jade n'a pas été suffisamment surveillée. Il y a un manque de communication entre le service de radiologie et de pédiatrie qui n'aurait pas permis de la prendre en charge à temps. Et pour vous, si le médecin en chef avait approfondi les examens et réalisé la gravité de la situation, le drame aurait peut-être pu éviter, mais malheureusement, le chemin est encore long avant d'obtenir justice. Après 6 semaines passées en service réanimation, Jade a de graves séquelles. Elle est aveugle, elle ne marche plus, elle a du mal à se tenir assise. Mais Christelle et sa famille sont bien décidés à obtenir justice. Ils prennent donc un avocat et saisissent le tribunal administratif de Besançon pour demander une expertise. Un rapport est rendu en mai 2017 et il met en lumière plusieurs fautes commises par l'hôpital. Tout d'abord, il aurait fallu faire un scanner pour vérifier la torsion des intestins, qui est une complication digestive grave. Un manque de communication entre le service de radiologie et le service de pédiatrie aurait conduit à un mauvais diagnostic. Une sonde gastrique a également été mal posée. Elle était du mauvais calibre. Mais personne ne s'en est rendu compte. La petite fille est restée de 23h30 à 4h15 du matin sans que personne ne s'occupe d'elle. Elle souffrait pourtant le martyre. Plusieurs éléments indiquent également que Jade était en train de faire un choc septique. Il semble donc que si le diagnostic avait été posé à temps, son arrêt cardiaque aurait pu être évité. Pour en avoir le cœur net, le tribunal administratif de Besançon demande un complément d'expertise afin de prouver que ces erreurs médicales sont bien à l'origine de l'état de Jade. Et à nouveau, les experts concluent que la responsabilité des médecins est avérée. Pour la famille de Jade, c'est un soulagement. Ses parents pensent enfin voir le bout du tunnel. Mais contre toute attente, le 29 juillet 2020, le tribunal demande encore un supplément d'expertise. Pour la famille de Jade, c'est un nouveau coup dur. Après plus de 5 ans à se battre pour que justice soit rendue, ils doivent tout recommencer à zéro. Vous avez donc aujourd'hui cette famille qui se bat tous les jours pour cette petite fille, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse grandir le mieux possible et qui se sent complètement démunie et abandonnée en se demandant pourquoi à chaque fois il faut justifier alors que tout prouve qu'il y a une faute. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Christelle, la maman de Jade. Christelle, avant de rentrer à l'hôpital, Jade avait 2 ans et demi. Oui. C'était une petite fille très éveillée. Heureuse, et c'était la joie de vivre. C'était un enfant très avancé et très éveillé.
Parlait de langue d'ailleurs, je crois. Oui, elle parle le roumain et le français. Elle recommence à le parler maintenant. On s'est donné beaucoup de mal et nous sommes contents parce qu'en fait, elle était si avancée et c'est grâce à ça aussi en fait que ça lui permet de récupérer. Parce que malgré le manque d'oxygène et les séquelles qu'elle a, les choses se reconnectent en fait. Il y a une plasticité cérébrale qui se refait. Vous avez dit qu'elle avait 2 ans et demi et vous avez dit quand on l'a récupérée, elle avait 5 mois. Oui, on a récupéré un bébé de 5 mois, elle tenait même plus sa tête. C'était comme une poupée de chiffon, elle s'écroulait de partout. Et c'est vrai que ça fait mal de se dire son enfant, un jour avant, courait partout, n'a jamais été malade. Jade, c'était vraiment... Je faisais toujours la comparaison entre mes enfants. Je disais que c'était elle la plus costaud de tous. Parce qu'on ne l'amenait jamais chez le médecin. C'était un enfant qui aimait vivre dehors. On est à la campagne, donc constamment, elle est malheureuse quand il pleut, donc je vais aller dehors. C'était son truc, ça. Le matin, il y a du soleil, on va dehors, on va jouer. C'était le toboggan, c'était le trampoline. Comme tout enfant, à cet âge-là, un enfant doit jouer et être heureux. Donc c'était ça sa vie, c'était le bonheur. Quand vous l'avez récupérée, elle était aveugle? Oui. Elle ne marchait pas? On l'avait pas vu tout de suite qu'elle était aveugle. On l'a su après, quand on est arrivé au centre de rééducation. On nous a dit vaguement, mais ça a été dur. C'était vraiment, ça a été long à l'hôpital et on a eu l'impression que c'était un enchaînement d'erreurs, de bêtises de chacun. Elle a eu un syndrome du sevrage dû à l'inattention de toutes ces personnes qui la surveillaient. Elle a eu un autre arrêt cardiaque de 9 minutes. Qui a été à un moment de l'extubation, en fait, on l'a laissée toute une journée. Et le soir, elle a refait un arrêt cardiaque. Elle n'arrivait plus à respirer, était encombrée. Et voilà, et ça lui a coûté 4 chocs pour la ramener. Et le réanimateur nous a dit, vous savez, j'ai cru que jamais je la ramènerais. Donc oui, ça a été un enchaînement des choses qui nous ont, on va dire, apeurés pour toute une vie. On n'a plus la même approche de l'hôpital. Aujourd'hui, quand je passe devant le service de réanimation, je ne peux pas regarder de ce côté-là, ou les cimetières, parce qu'on nous a tellement parlé, on nous a parlé de la mort, des soins palliatifs. Tout ça parce qu'ils arrivaient... On vous a parlé des soins palliatifs? Oui, des soins palliatifs. De dire qu'il y a un très bon service de soins palliatifs et qu'il faut penser aussi qu'à un moment, si on n'y arrive pas, à l'extuber, voilà, on n'arrivait pas à l'extuber, il va falloir y penser. Et à la trachéotomie, il y a des choses que vous vous dites, mais c'est pas normal. Et on a demandé à avoir des avis et ils nous ont menti. On a perdu 2 semaines parce qu'ils nous ont dit, oui, on a demandé des avis à Lyon, à Marseille, à Paris. Et c'était faux. Et il a fallu vraiment se battre. J'avais amené un journaliste qui était venu en réanimation et qui a appelé la directrice en disant, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe avec ses parents. Pourquoi ils se plaignent autant et pourquoi cette souffrance? Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Et le lendemain, on nous a envoyé une médiatrice, une grande psychiatre, qui était venue nous voir, moi et le papa. On lui a raconté exactement la même chose. Et évidemment, elle était impuissante. Elle est partie, elle a dit, je ferai part à la direction générale. Et son rapport, on ne le trouve même pas dans le dossier. Donc c'est moche. Ça a été un tsunami pour votre famille, on comprend. Oui. Ça vous a dévasté? Oui. Psychologiquement, physiquement. C'est elle qui vous fait tenir aujourd'hui? Oui, 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 toujours. Toujours, c'est elle qui nous donne la force. Mais des fois, oui, on est bien en genoux. En genoux, parce que c'est en genoux que je l'habille tous les matins. Il faut l'habiller encore. Malgré qu'elle récupère, on habille encore un enfant. Elle a quand même une paralysie cérébrale et on fait les gestes, on nomme chaque geste. On va brosser les dents, elle va faire 2 fois et après on continue. Et il faut mettre la main, il faut serrer le poing. À chaque fois qu'elle va enfiler quelque chose, on lui dit serre le poing, sinon elle vous met la main ouverte et c'est très dur parce qu'elle peut se blesser et qu'on est constamment dessus. Elle récupère quand même? Oui, elle récupère. Comme j'ai dit, c'est pas grâce au conseil des médecins, malheureusement. Grâce à vous, grâce à votre amour? Oui, et grâce aux recherches, parce qu'on vous nomme des diagnostics, mais on ne vous donne pas la clé, on vous laisse chercher, vous êtes dans un vide total, dans un flou. On vous donne des choses, mais on ne vous dit pas de quelle façon ça va évoluer. Tout ce qu'on nous a dit, on ne sait pas ce qu'elle deviendra dans 5 ans. Bon. On vous a dit ça? Oui.
Ben devinez après, vous imaginez soit le pire, soit le meilleur. Mais moi, j'ai préféré toujours regarder les positifs. On m'a parlé de cécité corticale, j'ai cherché. J'ai trouvé une grande spécialiste à Paris. On vient 2 fois dans l'année maintenant. Et grâce à elle, Jade aujourd'hui, elle identifie des choses. On la passe plus pour une aveugle. Vous communiquez avec elle? Oui, bien sûr. Elle oui. vous parle? Jade, elle a retrouvé le langage. Et qu'est-ce qu'elle vous dit de sa situation? Aujourd'hui, elle commence à réaliser ce qui lui est arrivé. Et en fait, dans les mêmes derniers jours, elle pose beaucoup de questions sur sa cicatrice. Est-ce qu'elle va disparaître? Et pourquoi elle est là? Donc elle commence à réaliser jusque-là, elle n'a jamais eu conscience de ce qu'elle avait en elle-même. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce que c'est douloureux? Elle m'a dit oui, c'est douloureux. Je ne sais pas si c'est la cicatrice qui lui fait mal ou c'est le fait de réaliser ce qu'elle a vécu. Et bon, évidemment, elle nous entend parler parce qu'elle est concernée, donc, et tous ses soignants qui sont autour, évidemment. Donc, mais juste tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Les procédures judiciaires, ça coûte beaucoup d'argent. Comment vous faites pour payer tout ça? On a fait une association il y a 2 ans, donc l'Espoir pour Jade. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à lui payer des soins. Mais malheureusement, c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est même pas la peine. Et nous, c'est très difficile parce qu'on a l'impression que parler d'erreur médicale, c'est tabou. Donc grâce à vous, oui, on arrive à parler ouvertement, mais c'est la première fois qu'on arrive à s'exprimer. C'est difficile de faire comprendre aux personnes que n'importe qui pourrait être à la place de Jade, que ce soit enfant ou adulte. Et que quand vous tombez dedans, c'est... Voilà, vous travaillez dans le milieu de la santé, vous donnez de l'aide aux personnes, vous avez de la compassion, de la compassion pour ces gens, mais quand ça vous arrive, il n'y a plus personne, vous êtes seul. Aujourd'hui, le combat judiciaire est long. Vous avez le sentiment de ne pas en voir le bout? Non, oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'après la dernière expertise, nous sommes écœurés parce qu'on a eu le rapporteur public et les expertises qui sont claires. Donc, et on ne comprend pas pourquoi le juge il préfère nous renvoyer à nouveau en expertise et nous balader encore pendant des années et en fait à croire que ils espèrent qu'on sera vraiment épuisé et qu'on lâchera. Mais j'ai dit jamais je ne peux pas lâcher par respect pour sa souffrance. Je peux pas. Je peux pas. Une vie, ça n'a pas de prix. Donc c'est ça. Et le juge, s'il était à ma place, il pleurait avec les mêmes larmes. Des fois, je voudrais qu'il ressente ma douleur. Maître Florence Roas, on est... Oui, on est beaucoup ému. Je comprends très bien ce que vous dites, madame. C'est vrai que la justice en matière médicale et en matière... enfin voilà, tout ce qui est responsabilité médicale et tout ce qui est attenant à la responsabilité médicale, c'est vrai que c'est assez surprenant. Je voulais vous poser une question. Pour quelle raison, quel motif a été invoqué par le tribunal pour demander une expertise complémentaire? Est-ce que vous le savez? Parce que la première, il avait l'air de dire qu'elle n'était pas assez complète. Il n'y avait pas de réponse sur certaines questions par rapport au pourcentage, au degré d'handicap, d'avoir des réponses en fait supplémentaires. Parce que vous avez eu 2 expertises déjà. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on en demande une troisième. En fait. La troisième, et votre avocat vous a expliqué, peut-être que, vous savez, quelquefois, c'est vrai que vous êtes dans une situation, et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit, je voudrais que le juge comprenne, c'est-à-dire qu'il ressente ce que je ressens. Ouais. Vous avez raison, c'est vrai que... Mais c'est pas tout à fait le rôle du juge, en fait. Le juge, je vous dis ça de façon très objective, hein, doit avoir un certain recul sur son dossier. Oui. Et si vous voulez, même si quelquefois, et je le comprends parfaitement et je compatis, il y a vraiment un sentiment d'injustice. Parce qu'en fait, vous savez, Jean-Marc, et je le dis ici... Ce qui est compliqué, c'est la durée. Non mais, Jean-Marc, vous savez, souvent on dit, oui, la justice ne fait pas son travail. Vous savez, il y a cette espèce de thème récurrent. Mais c'est pas que la justice ne fait pas son travail, c'est que la justice est humaine. Voyez, donc il y a des moments où on a un sentiment. Elle est humaine dans le sens, elle est faite par des hommes. Elle est faite, elle est rendue par des... des fois, elle n'est pas humaine. Oui, justement. non, mais humaine au sens, elle est rendue par des hommes, et donc il y a quelquefois, eh bien, un arbitraire, un aléa, un sentiment d'injustice. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Donc en ce qui vous concerne, madame, il est possible que cette demande de rapport complémentaire d'expertise, peut-être que ça va vous servir. Si ça se trouve, aujourd'hui, vous avez le sentiment effectivement de la lenteur de la justice. On peut positiver, en effet.
On peut positiver. c'est vrai. Peut-être que les éléments C'est complémentaires vrai. qui sont demandés à des experts pour que le tribunal se fasse sa religion, comme on dit dans notre jargon, et de façon éclairée, même si vous avez des certitudes, mais il n'en demeure pas moins que peut-être ça va vous apporter un plus, et que ce que vous appelez les pourcentages, ce sont les taux d'incapacité. Oui. Voilà, c'est-à-dire que les experts doivent se prononcer, eu égard à l'état de votre fille, sur les taux d'incapacité qui leur C'est ce ressortent. qu'ils ont fait aussi. Et c'est ces taux d'incapacité qui vont permettre au tribunal d'évaluer le préjudice et la réparation. Mais, Mais c'est ce qu'il faut se dire, Christelle, aussi. C'est qu'effectivement, Maître Roy a raison. Peut-être ça va vous servir. oui, mais nous, on a l'impression, en fait, c'est tellement pas juste qu'on a l'impression que on n'a même pas de mots pour vraiment Mais définir ça. Ce que je comprends, et pour être clair, pour qu'on comprenne bien aussi... On a que les gens l'impression qu'on met en doute Non, la non, bien parole sûr. des experts et du rapporteur public. Et C'est ce des qui est gens qui compliqué, ont étudié le c'est ce qui dossier. est compliqué, c'est que tout ça, ça coûte de l'argent en plus. Bien sûr. Vous payez des expertises, Oui, voilà. vous payez... On a l'impression d'entretenir tout un C'est ça. système. C'est ça. Tout un système duquel nous, on ne fait pas partie. On est insignifiant, on n'est personne. C'est ça. Et c'est ce que vous avez ressenti à l'hôpital aussi. Donc Bien en fait, sûr. c'est-à-dire que, et ça c'est Mais dans intéressant, beaucoup d'endroits, vous êtes comme ça. Inès Gauthier, c'est qu'en fait, il y a ce sentiment de rien maîtriser. Au fond, quand on est dans l'hôpital, on est dans les mains des médecins. Quand on est dans la justice, on est dans les mains d'un juge. Vous le dites, hein, mais je crois que je résume un peu votre sentiment. Et à chaque fois, on est là au milieu. Et puis, il y a l'enfant qui est là, en revanche. Il y a l'enfant dont il faut s'occuper au quotidien. Et on est au milieu de ce système qu'on ne maîtrise pas. Non. Le temps, on ne le maîtrise pas. Les décisions, on ne les maîtrise pas. Et c'est une douleur terrible qu'on ressent sur ce plateau. Oui, il y a ce sentiment d'impuissance et d'injustice énorme que je peux absolument comprendre. Ne vous découragez pas. En fait, là où vous avez un pouvoir d'action, c'est justement dans les démarches que vous faites, soit de fonder cette association, de passer dans les médias pour en parler, et ne perdez pas espoir au sens où moi j'ai un cas comme ça, un couple, leur enfant, il y a eu une erreur de la part de l'académie, donc très dur à attaquer. Ils n'ont pas perdu espoir, ils se sont fait eux-mêmes expertiser sur le plan psychologique pour montrer tout l'impact que ça avait eu, y compris sur la famille. Peut-être que ça, vous pouvez vous aussi demander à faire un bilan médico-psychologique, psychique de la famille pour voir les etc. Et au bout de 6 ans, vous n'y êtes pas encore, ils ont gagné. Ils ont gagné leur procès. Ça ne veut pas dire, mais ne perdez pas espoir. C'est long et c'est très long. C'est très difficile. Quand on attend et qu'on ne maîtrise pas effectivement tout ce qui se passe, c'est très qu'on enlève long. les chances de récupération à Jade. C'est surtout ça que j'admets pas. Pourquoi on enlève les chances de récupération ? Parce que le fait de laisser traîner les choses, Jade, au lieu de récupérer dans les premières années, peut-être elle renoncera à beaucoup de choses parce qu'on lui a pas donné les moyens suffisamment d'aller là où il fallait, quand il fallait. Tout simplement, c'est ça aussi. Quand on parle de médecine, des fois, c'est les choses immédiates. Vous sortez des réanimations, c'est tout de suite là maintenant. J'ai passé 9 mois dans un centre de rééducation pour pas grand-chose. En tout cas, vous savez, Jade, elle a de la chance d'avoir une maman comme vous. Oui, qu'elle lâche rien, oui, ça me Une maman qui lâche rien. Mais je l'aime, c'est mon petit cœur et je les aime les trois pareils. Sauf que je leur montre même. Des fois, on a l'impression qu'il le voit plus parce qu'elle est constamment là. Évidemment, elle va nous accaparer parce qu'elle a des besoins, elle est dépendante. Et c'est vrai que c'est difficile, quand on dit « je vous aime pareil », de pouvoir leur prouver qu'on les aime de la même façon. En tout cas, ce que vous faites et ce combat, c'est une preuve terrible que vous aimez Jade et on imagine que vous aimez et le papa, vos autres enfants présent également. C'est vrai que je parle pas souvent du papa, mais c'est vrai que heureusement qu'il était là, parce que c'était vraiment l'épaule sur la... Ah oui, heureusement, parce que sinon, c'est vrai que c'est très dur. Être tout seul dans un combat comme ça, c'est... En tout cas, on espère que les choses vont bouger. Surtout, vous nous tenez au courant. On va continuer à suivre ça. Et puis, votre témoignage est bouleversant aujourd'hui. On fera de notre mieux. Merci Christelle et vous embrassez Jade pour nous.